Elle s'infiltre dans tout notre quotidien, change notre manière de fonctionner, impacte nos capacités individuelles et collectives. Elle s'invite également dans tous les secteurs, dans tous les débats, connaît un progrès fulgurant et reste en perpétuelle mutation. Mesdames, Messieurs, e-Afrique fait son retour et lance une série sur l'intelligence artificielle. Pour en parler, je reçois dans cette émission plutôt introductive Dr Gilbert Kapochichi, ingénieur système d'information, vice-coordonnateur du programme thématique de recherche, innovation, technologie et transformation du CAMES. Bonsoir docteur, bienvenue dans cette émission. Bonsoir madame. Alors, que comprendre par ce groupe de mots plutôt très à la mode, intelligence artificielle? Merci. Intelligence artificielle est devenue une sorte de coqueluche pour le monde aujourd'hui. Nous, on parle beaucoup plus de bouleversement dans notre manière de faire, dans notre vie. Et donc, pour faire référence à l'intelligence artificielle, il faut comprendre que c'est parti tout simplement depuis 2012, sinon l'intelligence artificielle a commencé par se révéler. Et depuis 2012, où déjà dans le temps, le président des États-Unis a commandité un rapport pour pouvoir faire le point sur les risques et les opportunités des technologies émergentes. Un rapport dénommé dans le temps NBIC, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, informatique et puis sciences cognitives. Et j'ai lu ce rapport, et je me rappelle bien, et dans ce rapport, il est écrit ce qui m'a frappé, et il est écrit que la convergence de ces 4 technologies, c'est-à-dire la convergence des nanotechnologies, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, nous amène vers une nouvelle connaissance. En réalité, nous ne l'avons pas vu venir. La nouvelle connaissance dont on parle, c'est beaucoup plus le 3e capitalisme, c'est-à-dire l'économie de la connaissance. Et donc, nous sommes dans l'économie de la connaissance. Et donc, pour résumer, l'intelligence artificielle, c'est juste la capacité qu'a une machine, un ordinateur, un objet connecté, ou encore votre téléphone, à réfléchir, à calculer, à apprendre, à planifier et à agir sans intervention de vie humaine, tout en imitant l'intelligence biologique. Donc, c'est comme ça que ça se définit. L'autre principe de l'intelligence artificielle qui paraît être beaucoup plus très innovant, mais très dangereux, est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, par son apprentissage automatique qui est dénommé machine learning, s'appuie sur une programmation via des codes qui vont aller puiser dans une base de données. Et donc, sans base de données et sans l'intelligence biologique, l'intelligence artificielle n'existe pas. Aujourd'hui, il est question de se demander réellement si l'intelligence artificielle prend sa source dans du coding qui est rattaché à des bases de données, lesquelles bases de données sont en tout cas manipulées par des humains. Alors, qui sont ceux qui manipulent ces bases de données et pour quel intérêt? Nous allons également réfléchir, je suis sûr, sur la position de l'Afrique. Est-ce que nous avons un plan? Est-ce que nous avons des décideurs scientifiques dans nos gouvernements en Afrique? Voilà autant de questions aujourd'hui. Comment faisons-nous face à ce tsunami technologique qui s'est infiltré dans tous les domaines tels que vous l'avez annoncé? Une chose est sûre, cette émission est une série. On reviendra sur tous les aspects de cette thématique-là au regard de l'Afrique. Dites-moi déjà, quand on parle intelligence artificielle, on parle en même temps humain, homme. Aujourd'hui, nous tendons vers quoi? Une intelligence qui surplante largement l'homme et qui aura à le faire disparaître, docteur Gilbert? En réalité, c'est un peu ça. Aujourd'hui, avec l'avènement de cette technologie, nous avons 2 camps, nous avons 2 pôles de réflexion. Nous avons les technoprogressistes et les bioconservateurs. Les technoprogressistes qui pensent que l'intelligence artificielle est ce qu'il nous faut pour que le monde de demain soit meilleur. Okay. Les bioconservateurs disent que si nous ne savons pas faire, l'intelligence artificielle risque d'exterminer l'espèce humaine. Des chercheurs comme au rang de Stephen, qui pensent effectivement que l'intelligence artificielle risque d'exterminer notre espèce. Aussi, Alexandre Laurent a pu
publié dernièrement La guerre des intelligences. Oui. Pour Alexandre Laurent, en fait, nous ne sommes pas à l'ère de l'intelligence artificielle, mais nous sommes à l'ère de la guerre entre l'intelligence biologique et l'intelligence augmentée que l'homme a inventée. Et si nous regardons beaucoup plus loin, vous allez constater qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est la source de tous les pouvoirs et de tout ce qu'il y a comme finance. Et ça m'amène à vous poser la question de savoir aujourd'hui, dans un continent qui est en train aujourd'hui de se réveiller, quelle est son opportunité? Opportunité, si nous savons faire, c'est-à-dire si les Africains savent utiliser l'intelligence artificielle, ça peut être un outil de repositionnement pour l'Afrique. Ça dépend. Mais dans ma définition tout à l'heure, j'ai abordé la notion de base de données. Oui. La question qu'il faut se poser... Est-ce que l'Afrique a déjà cette base de données? L'Afrique n'a pas de base de données, justement. L'Afrique n'a pas de base de données. Les data centers qui existent en Afrique n'ont pas la base de données nécessaire qu'il faut pour faire de l'intelligence artificielle. Et donc, aujourd'hui, le mot intelligence artificielle est à la limite galvaudé, à ma connaissance, ou vidé de son contenu, ou soit les gens l'utilisent juste pour un effet communicationnel, ou soit un effet marketing. Sinon, en réalité, il s'agit de quoi? Aujourd'hui, les études ont prouvé que l'intelligence artificielle est calée entre deux continents, les États-Unis et la Chine. Okay. L'intelligence artificielle est calée entre deux continents, je dis bien les États-Unis et la Chine. Nous avons dans un premier temps au niveau des États-Unis, c'est-à-dire en Californie, plus précisément, les GAFAM, je veux nommer Google, Amazon, Facebook, Apple et puis Microsoft, oui. Qui sont les géants du numérique du côté américain. Et du côté de la Chine, nous avons les ByteDance, Baidu, Alibaba, Tianxi et puis Xiaomi. Oui. Et pas plus qu'il y a longtemps, il y a une guerre technologique qui a éclaté entre les États-Unis et la Chine. Oui. En réalité, on a mis cette guerre sous le chapeau de Huawei. Huawei n'est qu'une petite structure de Xiaomi. Ici, Huawei est parvenu à faire grelotter les États-Unis jusqu'à ce niveau. Il est question de se poser réellement de bonnes questions. Et donc, pour revenir sur notre cas en Afrique, oui. Il faut comprendre que nous sommes face à une sorte de mastodonte où aujourd'hui, l'IA est la source de tous les pouvoirs. Aujourd'hui, ceux qui détiennent les données, ce sont eux qui ont le pouvoir. Nos études également ont montré que l'intelligence artificielle n'est pas comme de l'informatique simple, parce que ça évolue à la vitesse de la lumière. Et d'un autre côté, l'intelligence artificielle est ubiquitaire. Puisque nous n'avons pas de base de données et que dans ce vaste programme, nous semblons ne pas exister, quel est alors pour nous l'intérêt d'y aller? Oui, et ce n'est pas parce que nous ne disposons pas d'une base de données, ou soit des bases de données, que nous ne pouvons pas procéder aux usages de l'intelligence artificielle. Okay. Il y a dans un premier temps ceux qui produisent l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires de l'intelligence artificielle, et ceux qui utilisent l'intelligence artificielle que j'appelle des fois les idiots utiles de la technologie. Pourquoi je le dis? Nous tous, nous avons un portable, et ce que nous détenons comme portable va colmater des données à chaque instant vers ces mastodontes qui détiennent les bases de données. Ouais. Vous avez un Android, je l'ai, et nous passons presque 5 heures de temps sur nos téléphones, mais tout ce que nous générons comme données est renvoyé de l'autre côté. Et dans un premier temps, la question qu'il faut se poser est comment l'Afrique peut utiliser l'intelligence artificielle pour s'en sortir? C'est la bonne question. Je le disais tantôt, c'est une technologie qui est instantanément mise à jour et sa production est centralisée. C'est-à-dire, je l'ai expliqué, c'est entre les GAFA et les ByteDance. Et donc, il est question aujourd'hui de voir comment nous orientons les différents domaines de l'Afrique du point de vue formation, du point de vue politique, dans le domaine de l'agriculture, pour que au moins les usages de cette technologie puissent envisager l'émergence de l'Afrique. Mais pourquoi toujours rester dans ce rôle de consommation? Oui, dans ce rôle de consommation, parce que je prends l'exemple de la Chine. Il y a 15 ans, le Maroc était 5 fois plus riche que la Chine. Il y a 15 ans, le Maroc, à côté, était 5 fois plus riche que la Chine. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer le Maroc et la Chine.
voyez un peu, les Chinois ont très tôt compris et ont changé, dans un premier temps, tout leur programme de formation, puisque c'est la base d'abord. Vous voyez un peu, qu'est-ce que les Chinois ont fait quand l'intelligence artificielle a commencé par étendre ses tentacules? Ils se sont posés effectivement ces deux questions. Quelle est la place de la Chine et comment nous faisons pour pouvoir renverser la tendance? La question n'est pas peut-être à l'ordre du jour en Afrique, mais nous devons commencer par nous organiser pour dire, est-ce que les formations que nous dispensons dans nos centres de formation, dans nos universités, est-ce que ces formations répondent aux emplois ou aux tendances du futur? Si on doit pouvoir faire le point aujourd'hui, nous constatons une désynchronisation totale entre les programmes de formation qui existent. Nous aurons justement une émission qui abordera plus longuement la question, Dr Gilbert Kapo-Chichi. Et donc, je le disais tantôt, la question effectivement de l'éducation, la question de la politique, la question de l'agriculture, il y a d'autres urgences en Afrique, puisque l'intelligence artificielle utilise les cerveaux les mieux préparés, c'est-à-dire ceux qui ont un niveau de réflexion beaucoup plus élevé, un QI élevé, oui. Ce sont ceux-là que les GAFAM, les BATings recrutent pour pouvoir éduquer la machine qui viendront nous concurrencer. Et donc, le problème aussi est à ce niveau. En Afrique, je le disais tantôt, le tout dépendra de la manière dont nous mettons une stratégie en place pour accompagner cette technologie. Docteur Gilbert Kapo-Chichi, parlons à présent des risques pour les États africains qui, vous l'avez dit quand même, qui semblent ne pas être préparés à cette révolution. Vous savez, madame, nous avons une responsabilité collective. Nous avons une responsabilité collective. La question n'est pas seulement au niveau de nos politiques. La question est au niveau de tout un chacun de nous. Mais tel que j'ai commencé par le dire, oui. Il est question que nous réfléchissons réellement pour voir au niveau local, c'est-à-dire chaque État, et après dans la sous-région, pour voir comment nous orientons cette stratégie de l'intelligence artificielle. Pour moi, la toute première stratégie serait de revoir réellement l'existant. Aujourd'hui, quels sont les besoins de l'Afrique? Est-ce qu'il y a urgence d'aller vers cette technologie? Une chose est sûre, je l'ai évoqué dans mon introduction. Mais on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. On est pris au piège. Oui. On est tous pris au piège. Si quelqu'un ne veut pas faire avec l'intelligence artificielle, que la personne jette son Android ou soit son iPhone, son téléphone, et puis se dit, alors je ne veux plus être connecté. Une chose est sûre, nous avons les pieds et mains liés aujourd'hui pour aller vers l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle va impacter tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas ce secteur que l'intelligence artificielle ne va pas impacter. Du moins, tous les métiers qui sont en tout cas exécutés sous forme de top-down, c'est-à-dire qui respectent la notion de la verticalité, seront en tout cas absorbés par l'intelligence artificielle. Ça, c'est la toute première réflexion. Alors, on fait le point aujourd'hui. Quels sont les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est plus puissante que l'homme? Si on arrive à faire ce point, on constate réellement qu'il y a des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est nulle et vraiment comme un bit. Et donc, on doit pouvoir faire ce travail et distinguer les domaines dans lesquels, lorsqu'on convoque aujourd'hui la machine, il n'y a rien à faire. Vous pouvez mobiliser 10 000 cerveaux. En une journée, la machine fait le travail et puis ça s'arrête là. Et donc, on doit pouvoir dire quels sont ces domaines dans lesquels la formation de nos gamins, ou soit des stratégies, doivent être plutôt des stratégies pour accompagner l'intelligence artificielle. Ça, c'est la toute première réflexion. Oui. La deuxième réflexion, pour moi, c'est de voir dans les domaines de nos besoins, dans le domaine de la santé, parce qu'en Afrique, on a beaucoup plus de domaines d'urgence, l'eau, la santé, l'électricité. Comment nous pouvons orienter aujourd'hui les usages de cette technologie pour pouvoir combler ces vides, sans pour autant être obligé d'aller piocher ou soit alimenter une base de données qui se trouve en Chine ou aux États-Unis. L'autre domaine que je peux aborder, c'est le domaine de la santé. Aujourd'hui, vous savez,
Il y a des robots qui sont dotés d'intelligence et qui sont plus efficaces en matière des opérations, l'intervention chirurgicale, qu'au niveau des scanners, au niveau de tout ce qui est même la prédiction de l'expérience de vie humaine. Et donc, il est question aujourd'hui de voir comment nous orientons nos hôpitaux, okay, pour que ces besoins, ces informations ou ces technologies puissent nous aider. C'est de ça qu'il est question. Donc, positionner aujourd'hui l'Afrique nous amène plutôt à demander si nous avons réellement un vrai plan. Moi, je propose plutôt que, désormais, dans nos gouvernements, que l'on recrute de vrais scientifiques et pas de scientifiques qui iront aux affaires pour des affaires et que l'on arrête de recruter des juristes, des comptables, ou soit des hommes d'affaires, ou soit des chefs d'armée qui vont gouverner nos États. La question de la recherche aussi se pose. L'Afrique n'a pas de positionnement dans le domaine de la recherche. Et aujourd'hui, que ce soit les États-Unis ou la Chine, ce sont ces mastodontes ont investi énormément dans la recherche. Aujourd'hui, l'Europe même se cherche au niveau de l'intelligence artificielle. Pour ne pas mentir. Et donc, dire qu'on est en train de faire de l'intelligence artificielle pour plusieurs personnes, je pense que c'est une confusion totale entre un dispositif automatique et un dispositif intelligent. Et voilà, merci Dr Gilbert Kapo-Chichi, voilà qui introduit de fort belle manière cette série sur l'intelligence artificielle dans e-Afrique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Je rappelle pour vous, j'ai reçu Dr Gilbert Kapo-Chichi. Il est ingénieur système d'information et vice-coordonnateur du programme thématique de recherche innovation, technologie et transformation du CAMES. Merci de nous avoir suivis. Pour la prochaine émission de e-Afrique, nous parlerons d'intelligence artificielle et de l'éducation et ça sera toujours avec vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci madame, je vous en prie.